Alors, débutons le grand 2, la Première République et ses difficultés. 1792-1799, une sous-problématique, pourquoi la Première République est-elle aussi instable? Alors, d'abord, grand A, la République girondine est face à des menaces intérieures et extérieures durant une année, septembre 1792, juin 1793. Et on a d'abord une convention qui est dominée par les Girondins. Donc, la Convention nationale de septembre 92 à juin 1793 est divisée en trois grandes forces. Les Girondins, ici, à droite, les Montagnards à gauche. Donc, les Girondins, on va retrouver par exemple Brissot, Condorcet ou Roland, qui sont des modérés républicains, très attachants au principe de 1789 et qui se méfient du peuple. À l'opposé, on va avoir les montagnards, parmi lesquels on va trouver Robespierre, Danton, Marat, Saint-Just, Desmoulins, par exemple. Alors, ils s'appellent la montagne, et les montagnards donc parce qu'ils siègent en haut des tribunes. Quant à eux, ils sont beaucoup plus proches du peuple, car ils estiment que seul l'appui des sans-culottes leur a permis de mettre fin à la monarchie. Et pour eux, donc, les violences populaires s'expliquent avant tout par des inégalités sociales. Si on réduit les inégalités et que l'on éduque le peuple, les violences devraient cesser. Alors que les Girondins, eux, craignent beaucoup ces violences populaires. Et entre les deux, on a la plaine. Et en fait, c'est la plaine qui donne la majorité, puisqu'on voit très bien qu'ils sont donc importants. Pour obtenir la majorité absolue à la Convention, chacun des deux groupes a besoin des députés de la plaine qui vont basculer d'un côté ou de l'autre selon la pression populaire. Petit 2, le procès et l'exécution du roi. Donc ce procès, il a lieu de décembre 1792 au 21 janvier 1793. Alors, Louis XVI est accusé de trahison et de conspiration contre l'État en septembre 1792. Et après l'instruction, l'enquête, lors de laquelle on va découvrir des documents compromettants pour le roi, et notamment une correspondance dans sa fameuse armoire de fer qui prouve qu'effectivement il entretenait une correspondance avec le frère de sa femme, c'est-à-dire l'empereur d'Autriche-Hongrie, auquel il demande de l'aide. Et on comprend clairement à la lecture de cette correspondance que la fuite organisée et qui s'arrête à Varennes par l'arrestation du roi est bien organisée par son beau-frère, enfin avec l'aide de son beau-frère. Le procès va se tenir donc en décembre et le 15 janvier, il est reconnu coupable. Il va être donc condamné à mort et il sera guillotiné le 21 janvier 1793. Alors en fait, qui juge le roi? C'est la Convention, c'est les députés de la Convention. Et ils vont procéder à 4 votes. Un premier vote où il est demandé si Louis Capet, puisque c'est comme ça qu'on lui donne un pseudo-nom de famille, qui n'a jamais été son nom de famille, hein, il n'y a pas comme nom d'état civil Louis Capet, mais on l'appelle comme ça en fait pour désacraliser, pour lui enlever son rang de roi. Donc est-il coupable de conspiration et donc d'attentat contre la sûreté générale de l'État? Là, on voit qu'un très large oui l'emporte. Est-ce qu'il faut que le peuple se prononce? Ce sera non. Quelle peine sera infligée? Et là, on voit que la majorité du côté de la mort est courte, même si elle est indéniable. Et dernière question, y aura-t-il un sursis? C'est-à-dire, est-ce qu'on met une condition à
son exécution, eh bien, c'est le nom qui l'emporte. C'est pourquoi il est condamné à mort et exécuté quelques jours plus tard. Alors, l'exécution du roi, elle est lourde de conséquences, à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur, elle entraîne la radicalisation des oppositions à la République française. On va y revenir. Et à l'extérieur également, avec une coalition européenne contre la France, contre la République. Une République face à des dangers croissants. Alors à l'extérieur, c'est la guerre. C'est la guerre. L'exécution du roi provoque une coalition européenne contre la République française, contre la France, avec de nouveaux pays qui rejoignent l'Autriche et la Prusse dans la guerre contre la France. Donc on va retrouver l'Espagne, l'Angleterre, les Provinces-Unies, le Piémont. Et tout ce petit monde est bien décidé à renverser la République et donc à empêcher la diffusion des idées révolutionnaires, puisque là ils comprennent effectivement que ça menace directement et leur trône et leur vie. Seule contre l'Europe, la France est attaquée de tous côtés et une nouvelle fois, elle accumule les défaites. Et puis à l'intérieur, donc, la Convention vote en février 1793 la levée en masse. Donc la levée en masse, c'est effectivement le fait qu'on va mobiliser les hommes. Donc sur cette levée en masse et sur d'autres épisodes d'ailleurs de la Révolution française, on a les fameuses gouaches de Le Sueur, donc qui sont ces petites peintures que vous avez sous les yeux, et donc qui montrent donc le départ des volontaires aux armées et tous ces volontaires là qui vont s'enrôler. Alors vous voyez qu'ils reçoivent une solde en échange de leur enrôlement. Pour défendre la République française. Alors on reconnaît bien les cocardes un petit peu partout, ici aussi, le bleu, blanc, rouge, ils sont bien habillés en bleu, blanc, rouge, la tenue des sans-culottes avec les pantalons, et ici on voit le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, mais on peut remarquer que l'ordre des couleurs à cette époque n'est pas encore fixé. Donc cette levée en masse en février 1793, elle va soulever une opposition très importante en Vendée. Donc la Vendée, c'est une région, on y reviendra, de l'ouest de la France, très fortement catholique, très fortement royaliste. Et en Vendée, de nombreux paysans refusent d'être mobilisés. Et la région entière se soulève contre la République. Et cette armée catholique et royale vendéenne, telle qu'elle s'appelle, inflige plusieurs défaites aux troupes républicaines. Et ce ne sera que fin 1793 que les bleus républicains viendront à bout des blancs contre-révolutionnaires.